Ce que vous voyez ici au tableau, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse. Elle porte, asseyez-vous bien, sur la variabilité spectrale dans le problème de démélange en télédétection hyperspectrale. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vais tout vous expliquer plus simplement. Dans notre cas, faire de la télédétection signifie analyser automatiquement la composition d'une région donnée. Pour ce faire, on va survoler le paysage avec par exemple un satellite qui avec un capteur va prendre notre scène en photo. Avec un appareil qui ne prend que des photos en noir et blanc, chaque pixel est représenté par une seule valeur qui encode son niveau de gris. Ce niveau représente l'intensité lumineuse qui arrive au capteur pour le pixel considéré. Avec un appareil photo couleur, chaque pixel sera représenté par 3 valeurs, une couleur étant un mélange de rouge, de vert et de bleu. Il devient maintenant beaucoup plus facile de différencier l'eau de la végétation car leurs couleurs sont très différentes. Maintenant, imaginez deux matériaux qui ont la même couleur, une pelouse synthétique et une vraie pelouse par exemple. Elles n'ont pas du tout la même composition et pourtant il est impossible de les différencier avec une image couleur. Grâce à l'imagerie hyperspectrale, c'est possible et même facile. Comment ? En utilisant un appareil photo spécial qui est capable de capter de l'information non seulement pour les couleurs rouge, verte et bleue, mais aussi pour un tas d'autres longueurs d'onde, souvent des centaines, qui correspondent à autant de couleurs, pas forcément visibles à l'œil nu. Un pixel est maintenant représenté par ce qu'on appelle un spectre et plus seulement par quelques valeurs. Cette représentation est tellement fine qu'on peut dire qu'à chaque matériau correspond un unique spectre, ce qui permet de les identifier précisément. Notre pelouse synthétique et notre vraie pelouse peuvent maintenant être facilement différenciées car leurs réponses dans le domaine infrarouge sont très différentes. Maintenant, à quoi ça sert, me direz-vous ? Eh bien par exemple, ce système peut s'appliquer en agriculture, où l'on peut identifier quelles sont les parties d'une culture qui sont malades, sans inspecter chaque plante et planifier des traitements à distance. Plus loin de nous, grâce à des satellites, on peut faire de l'exploration planétaire, et chercher de l'eau sur Mars par exemple. Et encore un peu plus loin, en pointant depuis la Terre notre caméra vers le ciel, on peut observer les astres et découvrir de nouvelles galaxies. Cependant, il y a un problème avec cette technique. Puisqu'on observe une scène de loin, voire très loin, il est fréquent qu'un pixel contienne plusieurs matériaux. Le spectre qu'on observe représente alors un mélange des spectres de chaque composant. Le problème de démélange, pour une image inconnue, vise à trouver les spectres des matériaux qu'elle contient et ensuite à en quantifier les proportions dans chaque pixel. Ainsi, on pourra dire que ce pixel contient 30% de végétation, 30% d'eau et 40% de terre. Comment fait-on ? En utilisant une formulation mathématique qui se traduit géométriquement par ce dessin. Chaque pixel peut être représenté par un point dans un espace en grande dimension, autant que de longueur d'onde. Ici, on n'en représente que 3. Il se trouve que tous les pixels sont dans un triangle dont les sommets sont les points correspondant à nos spectres purs, appelés N-members, car ce sont tous des mélanges de nos 3 matériaux. De plus, leur position dans ce triangle nous donne les proportions qu'on appelle abondance. On va donc essayer d'identifier d'abord les sommets, puis on va calculer la position de chaque point dans le triangle. Évidemment, ce triangle n'est qu'un modèle, une représentation de nos données, qui n'est pas toujours vérifiée en pratique. Supposons qu'on observe un nouveau pixel de notre image et qu'il ne se trouve pas dans notre triangle. Cela signifie que notre modèle n'est plus valable et en l'utilisant tout de même, on va faire une erreur sur les abondances. Une autre cause possible est qu'un matériau ne peut pas être complètement représenté par un seul spectre. Oui, j'ai dit le contraire plus tôt, mais ce n'est en fait qu'une approximation. Par exemple, la végétation peut être plus ou moins riche en chlorophylle. Ce changement de composition va se voir sur le spectre et cela va donner un nouveau point pour notre N-member. Et maintenant, notre pixel est de nouveau dans un triangle qui lui correspond mieux. Dire qu'un N-member n'est pas un spectre, mais plutôt un ensemble de spectres possibles, c'est ce qu'on appelle la variabilité spectrale, et ce phénomène était au cœur de ma thèse. La cause de variabilité qui m'intéresse particulièrement est celle qui est due aux conditions d'illumination. Le relief de la scène qu'on observe change localement l'angle d'incidence de la lumière et l'angle de vue du capteur, et cela a des conséquences sur les spectres dont on fait l'acquisition. Des modèles physiques expliquent ce phénomène, mais ils sont très complexes et dépendent de paramètres physiques difficiles à obtenir en pratique. Il est impossible de les utiliser directement pour estimer nos N-members et nos abondances. En supposant que tous les paramètres soient connus, nos N-members peuvent être n'importe où sur ces surfaces compliquées. Un des résultats de ma thèse est d'avoir été capable de faire des approximations physiques pertinentes pour simplifier ces surfaces. J'ai montré qu'on peut en effet les approcher correctement par de simples droites. Il suffit ensuite de trouver un point sur ces dernières pour pouvoir faire facilement et précisément les calculs de nos spectres et abondances sans avoir besoin d'autres informations que les données. J'aimerais maintenant étendre ces travaux pour mieux expliquer la variabilité due à d'autres phénomènes physiques, comme le taux d'humidité du sol par exemple. Cela requiert des outils mathématiques qui nous permettent de chercher nos N-members directement sur des surfaces complexes. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.